Prestation de serment du nouveau médiateur de la République, Mohamed Saïd Fofana jure de bien remplir ses fonctions en toute impartialité dans le respect des lois de la République. Économie, coup d'envoi du Forum international sur la transparence budgétaire. Des représentants de plusieurs pays prennent part à ce rendez-vous de Conakry. Énergie, lancement du projet d'interconnexion électrique entre la Guinée et le Mali. Il porte sur 225 kV. L'objectif est d'accroître la desserte dans les deux pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'ancien Premier ministre Mohamed Saïd Fofana est désormais le médiateur de la République. Il est officiellement entré en fonction ce vendredi. La cérémonie s'est déroulée à Sékou-Touréa en présence du chef de l'État. Plusieurs autres personnalités locales et étrangères ont assisté à cette prestation de serment. Compte rendu Sanassi Keita. Ça y est, le tout nouveau médiateur de la République est entré officiellement en fonction ce vendredi 23 février 2018. Ancien Premier ministre de 2011 à 2016, Mohamed Saïd Fofana est nommé médiateur pour un mandat de 7 ans, non renouvelable. C'est le président de la République lui-même qui l'a investi. Monsieur le médiateur de la République, monsieur Mohamed Saïd Fofana, veuillez vous lever et lire le texte du serment qui vous est soumis en levant la main droite. Et dire je le jure. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois de la République et de ne relever aucun secret que j'aurais obtenu à l'occasion et après l'exercice de mes fonctions. Je le jure. Monsieur Mohamed Saïd Fofana, médiateur de la République, le président de la République vous donne acte de votre serment. Il vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions de médiateur de la République, dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Très attendu sur de nombreux dossiers brûlants de l'heure, quel va être le rôle du médiateur de la République? Que peut attendre le citoyen du médiateur de la République? Le médiateur de la République est l'une des institutions républicaines essentielles de protection du citoyen dans ses rapports avec la puissance publique. À cet égard, la loi qui lui est consacrée détermine ses prérogatives quant à la saisine. C'est ainsi que toute personne, physique ou morale, qui estime à l'occasion d'une affaire la concernant que l'État, à travers ses services publics, tout comme les collectivités territoriales, les établissements publics et tout organisme investi d'une mission de service public n'a pas fonctionné conformément à sa mission de service public et viole ses droits, peut, par une réclamation individuelle, écrite ou orale, saisir le médiateur de la République. Le médiateur de la République peut se saisir d'office de toute question relevant de sa compétence chaque fois qu'il a des motifs sérieux et réels de croire qu'une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l'être par l'acte ou l'omission d'un organisme public ou concessionnaire de services publics. La réclamation est adressée au médiateur de la République, doit être précédée de démarches administratives appropriées, à savoir demande d'explication, contestation de la décision qui fait grief au requérant. Le recours au médiateur de la République est dans tous les cas gratuit. Il y a lieu de se demander ce que l'État et ses démembrements peuvent attendre de cette institution publique, tout comme les citoyens et l'homme en général. Sur ce plan, notons que le médiateur de la République contribue de façon générale à l'amélioration de la gouvernance et de l'état de droit. Le président de la République a renouvelé son engagement à œuvrer pour le renforcement de l'état de droit et la paix sociale en Guinée. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est l'illustration de la volonté de l'État de veiller au fonctionnement régulier de toutes les institutions républicaines par une prise en compte de la protection constante des droits fondamentaux des usagers de l'administration publique et des citoyens guinéens en général. Aussi, à côté des autres institutions publiques visant le même objectif, le médiateur de la République vient compléter ce dispositif institutionnel chargé de garantir l'exercice des droits de l'homme dans notre pays. Je note pour m'en réjouir que la Constitution du 17 mai 2010 et la loi organique 04 CNT du 20 décembre 2010 portant sur le fonctionnement du médiateur de la République établissent des relations de collaboration entre le président de la République
et du médiateur de la République dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. Aussi, j'attends de sa part des actes de dévouement, de loyauté et de rigueur exemplaires dans le traitement dirigeant des dossiers dont il est saisi en respectant strictement la réglementation en vigueur. Pour ma part, connaissant votre parcours et surtout l'immense expérience dont vous êtes doté dans la gestion des affaires de l'État, soyez assuré, Monsieur le médiateur de la République, de pouvoir compter sur toute ma bienveillance, compréhension pour l'établissement d'une collaboration franche et loyale dans l'intérêt supérieur des usagers de l'administration publique dont elle est chargée de servir avec dévouement. À cet égard, je veillerai personnellement au respect strict par toutes les administrations concernées par vos activités de principe d'indépendance dont vous bénéficiez par la Constitution et la loi organique, et de répondre avec diligence à toutes les sollicitations de votre institution d'intérêt supérieur des citoyens qui sont ses requérants. Pour leur part, les usagers de l'administration publique et les citoyens guinéens en général ne peuvent que se réjouir de l'avènement et du fonctionnement régulier de cet interlocuteur privilégié, chargé de trouver des solutions satisfaisantes aux préoccupations qu'ils peuvent obtenir du fait de la puissance publique grâce à votre action. Aussi, je souhaite vivement que les bénéficiaires des services du médiateur de la République fassent un usage rationnel en ne lui soumettant que des questions qui relèvent de sa compétence et pas d'autres. Dans tous les cas, il est important que les usagers trouvent une oreille attentive auprès du médiateur de la République, comme ce dernier peut compter sur l'appui du président de la République, du Premier ministre et de son gouvernement, ainsi que l'ensemble des services publics concernés, tout comme les administrations déconcentrées et décentralisées. À cet égard, je demande aux membres du gouvernement et à toutes les autorités publiques, aux organes et services de l'État et de manière générale à tous les organismes investis d'une mission de service public, de faciliter la tâche du médiateur de la République en autorisant les fonctionnaires, employés ou ouvriers placés sur leur autorité à répondre avec diligence aux questions et aux autres sollicitations de cette institution républicaine. Il me reste à présent, Monsieur le médiateur, à recevoir le serment que la loi prescrit pour être prêté devant le président de la République. Ce serment, il faut le répéter, sous-entend en évidence un devoir de loyauté à la charge de celui qui est assujetti dans l'exercice de ses fonctions, ceci est en tout temps et en tout lieu. Il faut rappeler que les collaborateurs du médiateur de la République prêteront eux aussi serment devant la Cour d'appel. C'était donc le rendu de Mohamed Lamine Souma du bureau de presse de la présidence de la République. Élection locale, près de 3 semaines après le scrutin, tous les résultats sont enfin connus. La CENI a rendu public les PV des 342 circonscriptions électorales. L'institution prévoit d'autres procédures pour finaliser le processus électoral. Les précisions avec Makemed Onzo. Au total, 1323 listes de candidatures ont permis d'élire 7012 conseillers dans les communes urbaines et rurales du pays. Ce jeudi, le président de la CENI a achevé la proclamation des résultats définitifs. À présent, l'institution électorale entame la seconde étape. Nous allons constituer un dossier. Ce dossier va aller d'abord le rapport général des élections. La loi dit de l'adresser à Monsieur le Président de la République, ce qui va être fait certainement lundi ou mardi. Ensuite, nous déposerons le dossier composé des listes gagnantes des conseillers et la liste intégrale de chaque liste de candidature va être déposée au niveau de l'administration du territoire, au ministère de l'administration du territoire, qui a la charge de convoquer les partis à la constitution des conseils communaux. Au niveau des quartiers ou districts où les procès-verbaux ont été annulés, la Commission électorale nationale indépendante envisagerait d'organiser les élections partielles dans ces localités pour désigner les présidents du quartier ou district. S'il y a eu des annulations au niveau du contentieux électoral, comment faire pour que nous puissions organiser des partiels dans les endroits où l'annulation empêche effectivement l'installation des conseils, soit dans les districts ou dans les quartiers. Aussi, dans les 6 mois à venir, nous sommes tenus de mettre en place les conseils régionaux
qui sont composés des conseillers élus de toute la région. Selon le code électoral révisé, après la proclamation des résultats définitifs par la CENI, la loi ne prévoit aucun recours pour gérer les contentieux ou autres réclamations. Ces élections ont entraîné quelques violences en province, notamment à Kalinko, dans la préfecture de Dinguiraye. Le ministre de l'Unité nationale est justement en tournée dans cette localité. Khalifa Gassama Diaby s'est entretenu avec les victimes de ces violences post-électorales à Kalinko et à Diakourou. L'heure est au regret et à la consternation. Reportage Makali Souma. Le vivre ensemble, malgré les différences politiques et ethniques, était jusque-là respecté à Diankourou et à Kalinko. Mais les récentes violences post-électorales sont venues ternir cette belle image de fraternité. 5 morts, dont 4 enfants, des boutiques et des habitations complètement calcinées. C'est le triste bilan de ces violences à Kalinko. Ici, le traumatisme est encore à la hauteur des séquelles des violences causées. Fanta Diané, la dame qui a perdu 4 de ses enfants dans la maison familiale de Kalinko, peine encore à sécher ses larmes. Elle a tué maintenant le flamme a pris tout. Elle seule ne pouvait pas. Ils ont frappé la femme. C'est juste un criminel, c'est pas une communauté, c'est un criminel. Devant les sages et face aux populations de Kalinko, le ministre Khalifa Gassama Diaby, sans langue de bois, condamne ces actes barbares et prône la non-violence. Les familles sont malheureuses. Les vies humaines sont arrachées. Les biens sont détruits. On s'en prend aux uns et aux autres. On menace la Guinée. La Guinée n'appartient pas qu'aux militants. Ni de l'UFDG, ni du RPG, ni de l'UFR, ni de l'UPR. La Guinée appartient à toutes les filles et à tous les fils de ce pays. On a le droit de militer pour un parti politique. Mais on n'a pas le droit d'empêcher les autres de vivre. La violence, d'où qu'elle vienne, ne sera jamais une solution dans ce pays. Alors mieux vaut l'abandonner. La tempête de la violence, après avoir soufflé sur Kalinko et ses alentours, laisse derrière elle amertume et regret, et surtout une ville qui tourne encore au ralenti. Éducation. Avant de poursuivre ce journal, je reçois sur ce plateau le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Casimir Diaoura, est porteur d'un message de son département. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame la journaliste. Chers parents d'élèves, chers élèves, en raison des perturbations qui continuent d'émailler l'année scolaire, parents d'élèves, élèves et nombreux enseignants, enseignantes sont inquiets pour la poursuite du processus d'enseignement-apprentissage dans nos écoles primaires et secondaires. Cet état d'esprit est entretenu par des enseignants dissidents qui privilégient leur désir au devoir sacré d'éducateur. Pour sa part, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation rassure les parents d'élèves et élèves qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter une année blanche. Une équipe de pédagogues suit de très près l'évolution de la situation scolaire au jour le jour dans chacune de nos différentes préfectures et communes. Les cours de rattrapage seront organisés au cas par cas et les examens de fin d'année seront programmés en conséquence. D'ores et déjà, des mesures sont envisagées afin que les élèves ne continuent pas à être victimes. Il est grand temps de souligner avec force que le métier d'enseignant requiert de celui qui le choisit abnégation, conscience professionnelle et souci de réussite de ses élèves.
Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation encourage les parents d'élèves à conduire leurs enfants à l'école le lundi 26 février 2018. Toutes les dispositions sont prises pour sécuriser les écoles afin que les cours se tiennent dans les meilleures conditions. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation saisit cette occasion pour informer les enseignants que les 10% d'augmentation de salaire sont déjà appliqués sur les salaires du mois de février, conformément au protocole d'accord du 9 octobre 2017. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation demande aux IRE, DPE, DCE et chefs d'établissement, chacun en ce qui le concerne, d'œuvrer pour la reprise normale des cours dans leurs juridictions respectives. Conakry, le 23 février 2018. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire général. On poursuit ce journal avec la page Justice. Le ministre Cheikh Sako a eu des contacts avec les autorités judiciaires de Tunis. Les échanges ont porté sur le partage d'expériences et l'amélioration des méthodes de travail à travers des stages de formation. Les deux parties vont collaborer sur plusieurs autres axes dans le même domaine. Mahmoud Bari, envoyé spécial. Le ministre d'État à la justice, garde des Sceaux guinéen chez son homologue tunisien. Les deux personnalités ont saisi les opportunités pour parler du renforcement de la coopération et des partenariats entre les deux institutions judiciaires. La Tunisie, qui connaît des avancées considérables en matière de justice, reste disposée à partager ses expériences avec la Guinée. Un engagement des autorités à améliorer et renforcer le secteur judiciaire de la Guinée. Nous avons, si j'ose dire, beaucoup de chantiers. Donc la réforme de l'Institut supérieur de la magistrature, parce que la formation des magistrats, c'est quelque chose de très très important. Capital. Et notre vision, c'est toutes les composantes de la justice. Parce que bon, il y a effectivement l'intervention des avocats. Nous avons sorti une loi concernant les huissiers de justice. Actuellement, je crois d'ici la semaine prochaine, on va transmettre un projet de loi concernant les notaires. Il y a aussi la formation des greffiers, c'est très très important parce que le contact avec le citoyen, avec les justiciables, il passe par les greffiers, leur formation, c'est très très important. Le ministre d'État guinéen à la justice, garde des Sceaux, a expliqué les avancées enregistrées par la Guinée en matière de justice depuis l'arrivée du président de la République, professeur Alpha Condé, ainsi que la volonté des autorités à améliorer les méthodes de travail en tenant compte des textes légaux et réglementaires. Quand cette idée de coopération, commission mixte de coopération entre la Tunisie et la Guinée, donc à partir du moment où il y avait des conventions judiciaires, c'est important que je sois là physiquement, d'une part pour vous rencontrer, puisque comme vous savez, nos deux pays sont liés depuis l'indépendance, la Tunisie avant nous, mais nous on a suivi tout de suite après, avant les autres pays d'Afrique. Donc le président Bourguiba et le président Sékou Touré. Au niveau de l'Union africaine, c'est quand même assez important. Et ensuite, il y a eu des liens, à mon sens, économiques et certains liens épars dans d'autres domaines. Donc c'était important de formaliser tout ça. Après les échanges, des cadeaux ont été partagés entre les deux ministres et des engagements ont été pris pour renforcer les partenariats entre la justice guinéenne et la Tunisie. Économie, l'actualité, c'est le coup d'envoi hier du Forum international sur la transparence budgétaire. Des représentants de plusieurs pays africains prennent part à ce rendez-vous de Conakry. La Guinée, engagée dans un processus de réforme de ses finances publiques, présente ainsi sa politique en matière de transparence budgétaire. Les explications avec Kernos Mandialou. Pour la première fois, la Guinée abrite un forum international sur la transparence budgétaire.
Un forum au cours duquel spécialistes des questions financières et activistes de la société civile discutent des voies et moyens d'améliorer leurs relations de travail et favoriser davantage le développement économique des États africains réunis sous la bannière de l'initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire, en abrégé CABRI, un réseau de 15 États du continent que la Guinée vient de rejoindre pour bénéficier de plus d'appui dans sa réforme des finances publiques. Le but, c'est pas à nous de faire des recommandations au pays pour savoir quelles sont les réformes en transparence qu'ils doivent mettre en place. C'est surtout d'avoir les pays échanger entre eux, en fait, les 14 pays qu'on a présents en ce moment dans la salle, pour savoir quels sont les défis vraiment qu'ils font face tous les jours, en fait, pour améliorer la transparence budgétaire, pour rendre compte à leurs citoyens et pour échanger en fait des idées pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent vraiment améliorer la transparence budgétaire. Ce forum international va être l'occasion pour le gouvernement de partager les réformes budgétaires entreprises depuis 2011, de la mise en œuvre du compte unique de trésor à l'organisation du premier débat d'orientation budgétaire en octobre dernier, en passant par la publication régulière des documents pour répondre aux obligations de redevabilité. Au total, nous avons une quarantaine de délégations venues pour partager avec nous cette expérience de gouvernement ouvert, de transparence budgétaire. Donc vous savez que le président de la République a inscrit notre pays sur le tableau en fait, des pays candidats pour la transparence budgétaire. Vous savez l'importance aussi de la transparence pour mieux adresser les préoccupations de nos populations, pour mieux impliquer davantage les populations dans les décisions d'ordre public. Autre élément important qui sera examiné durant ce forum international de 48 heures, c'est la participation citoyenne au suivi de l'exécution budgétaire. Le but recherché est celui de démontrer le lien entre la transparence budgétaire, la participation citoyenne et l'exercice de redevabilité pour des économies plus fortes et respectables dans l'ensemble des États africains. Coopération maritime guinéo-américaine. Des gardes-côtes américains sont attendus à Conakry. Ils doivent échanger avec les autorités du port autonome de Conakry. La démarche vise à aider les acteurs portuaires à appliquer le code ISPS de sécurité des navires. Reportage Fodé Camara. Des grues en mouvement dans le ciel de la plateforme portuaire. Des grues équipées de dispositifs anti-incendie. Cet arsenal fait partie des recommandations des gardes-côtes américains. Cet effort visant à réactiver les activités des sapeurs-pompiers du port vient redynamiser l'action de l'État en mer. Aujourd'hui, les autorités de la Direction nationale de la marine marchande, le port autonome, les efforts qui sont, c'est des efforts louables que nous saluons. Et ce n'est pas les premiers actes qu'ils posent. Aujourd'hui, si vous regardez les statistiques, vous verrez que les brigandages qui étaient fréquents dans nos eaux ont baissé d'une manière drastique. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est à zéro brigandage. Donc ça veut dire que les efforts, si nous coordonnons les efforts, c'est qui est la mission de la préfecture maritime, nous atteindrons les espérances des autorités qui nous ont mis à ces places. Pour appliquer à la lettre les exigences du code ISPS de sécurité des navires et des installations portuaires, le tandem marine marchande port autonome vient de mettre à la disposition des forces de sécurité portuaire 4 véhicules pick-up. Ceci pour faciliter la mobilité des agents lors des patrouilles de surveillance. C'est dire d'abord à tous ceux qui travaillent au port de Conakry que c'est nous qui devons donner l'exemple de la sûreté et de la sécurité. On a envoyé ces véhicules, il y a des véhicules de patrouille. C'est pour sortir tous ceux qui ne travaillent pas au port. Tous ceux qui ne doivent pas travailler au port n'ont pas accès au port. Donc, à partir de maintenant, aucune moto dans le port, aucune voiture personnelle dans le port. Et je demanderai à tout le monde d'accepter d'être fouillé systématiquement pour renforcer la sécurité au port. Depuis une dizaine d'années, les gardes-côtes américains sillonnent les ports de Conakry et de Kamsar. Aujourd'hui, de nouvelles perspectives se dessinent.
sur cet axe de coopération. Le port autonome a été vraiment félicité, ainsi que la marine marchande, pour les efforts qui ont été abattus pour la sécurité dans le port. Pour cette fois-ci, les remarques qui ont été, les recommandations faites sont à 80% aussi mises en œuvre. Donc nous nous réjouissons de pouvoir rehausser le niveau de la sécurité à l'intérieur du port et surtout de pouvoir répondre positivement à l'évaluation auquel nous serons soumis dans quelques jours. L'un des défis majeurs de cette dynamique de coopération nord-sud est de conforter la sécurité pour booster la compétitivité et la rentabilité du trafic portuaire. Énergie, c'est parti pour le projet d'interconnexion électrique entre la Guinée et le Mali. Il porte sur 225 kV. L'objectif est d'accroître la desserte dans les deux pays. Le financement est assuré par le gouvernement guinéen, la BAD et l'Union européenne. Reportage Nabi Kamara. C'est un projet qui consiste en la construction d'une ligne électrique de structure à double terne 225 kV en courant alternatif, d'une longueur d'environ 714 km entre la ville de Sanankoroba au Mali et celle de Nzerekouré en Guinée, en passant par Fomi à Kouroussa. Le premier objectif, c'est d'abord permettre à toute la production d'électricité qui se développe à l'ouest de la Guinée actuellement avec l'arrivée de Kaleta et l'arrivée de Sopiti en 2020 et avec tous les autres projets qui sont en gestation comme Amaria et Kukutamba, que cette production fondamentalement dans la partie ouest du pays serve à électrifier l'ensemble au niveau du pays, sur la partie est, en Guinée forestière et en Haute-Guinée et les autres villes de la Basse-Côte et de la Moyenne-Guinée pour le moment qui ne sont pas raccordées sur le réseau national. Une fois que cette ligne sera réalisée, tout le long, depuis Manéa jusqu'à Fomi, toute la ligne sera alimentée, tous ceux qui sont là. Et le courant de Soapiti partira dans tous les foyers, Garafiri, Soapiti, Kaleta, ont été réalisés pour tout le pays. Cette ligne de transport de l'énergie électrique sera dotée des postes de transformation associés dans les localités de Sigiri, Fomi, Kankan, Kerouane, Beila et Nzerekouré en Guinée et Sanankoroba au Mali. Ce projet financé par le gouvernement guinéen, la BAD et l'Union européenne doit favoriser le raccordement des ménages au réseau électrique dans les deux pays. Notre intervention, je considère très important parce que à travers de notre contribution qui est un don, on essaie d'élargir le réseau qui est en train de se construire, surtout aux communautés rurales qui n'ont pas encore eu accès à l'électricité jusqu'à maintenant. L'objectif du groupe de la Banque africaine de développement à travers ces 5 autres priorités, et la première c'est l'accès à l'électricité universelle sur le continent africain, ambitionne en fait d'accompagner les autorités des différents pays que nous servons, en l'occurrence ici la Guinée, en faisant venir d'autres bailleurs sur la table pour pouvoir augmenter le volume de financement, en faisant de telle sorte que toutes les populations sur le territoire national puissent accéder à l'électricité. Le projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali devrait accroître la disponibilité de l'énergie électrique aux deux pays et renforcer l'établissement du marché régional de l'énergie électrique en Afrique de l'Ouest. L'ITIE-Guinée prépare les travaux de sa validation prévus au mois de juillet. Il s'agit de la seconde phase du projet. Une délégation de l'ITIE international séjourne à Conakry. Elle a été reçue en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement. Compte rendu, Ousmane Ba. Pour plus de transparence dans son secteur extractif, la Guinée s'achemine vers sa deuxième validation au processus ITIE après celle de 2014. Ici, les acteurs locaux échangent avec le secrétariat international de l'ITIE. Une occasion pour harmoniser toutes les idées qui concourent au maintien de la Guinée comme pays conforme à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le comité de pilotage doit se préparer à cette validation, cette évaluation de la mise en œuvre de cette initiative de transparence pour le secteur de bauxite, de l'or, etc. Et ce travail vient tout juste de commencer. Cette mission est venue dans le cadre de la pré-validation. C'est pour examiner l'état des lieux de la mise en œuvre de l'ITIE et s'il le faut, s'il y a des lacunes, apporter des mesures correctives avant le 1er juin 2018 dans
date de la validation de la Guinée. Déjà, des efforts sont réalisés par le comité de pilotage de l'ITIE-Guinée. Par exemple, le rapport initial 2016 est finalisé. Ici, ses membres prennent connaissance de quelques nouvelles exigences apportées par le secrétariat international dans les procédures de validation. Nous avons déjà fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, nous avons reçu une délégation de l'ITIE international pour préparer notre validation suivant la norme 2016. Nous sommes en train de discuter avec la mission de l'ITIE international. Elle nous présente déjà d'après sa propre évaluation à l'interne là-bas ce qu'il y a eu en Guinée comme progrès et ce qu'il y a comme lacune. Ce que nous apprécions, nous prenons acte de leur constat et nous allons ensemble travailler avec eux pour voir comment, suivant le guide qu'ils sont en train de nous présenter, comment on peut travailler. Cette nouvelle validation prévue au mois de juillet prochain va davantage crédibiliser la Guinée et rendre le secteur minier plus attractif pour un meilleur investissement. Voilà, c'était la rencontre du secrétariat international de l'ITIE avec le comité de pilotage de l'ITIE-Guinée pour harmoniser les idées qui concourent à sa validation prévue au mois de juillet prochain. Pendant ce temps, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire poursuit son séjour de travail dans le pays profond. Dr Ibrahima Kourouma explique et sensibilise les populations sur la politique foncière de l'État. La région de Zérekoré constitue la première étape de cette tournée qui le conduira dans toutes les régions administratives du pays. Reportage Saint-Martin, Francina Dounou. La région de Zérekoré connaît une démographie galopante et une urbanisation non structurée avec pour conséquence immédiate des litiges domaniaux dans les différentes juridictions. Pour résoudre cette problématique, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire rencontre les administrateurs publics, cadres techniques de son secteur, élus locaux et religieux. Il leur explique la nécessité de mettre en œuvre des outils de la gestion foncière. Il s'agit des codes fonciers de l'urbanisme et de la construction promulgués respectivement en 1992, 1998 et 2016. La démarche est appréciée par les administrateurs. On a échangé sur le domaine des réserves foncières de l'État. Et qu'à travers les missionnaires qu'ils avaient envoyés le mois passé et qu'on a travaillé ensemble sur toutes les réserves foncières de l'État pour leur immatriculation et qu'il doit être immatriculé et finalement faire les titres fonciers à l'usure des ans pour que ça soit sécurisé. Dans la région de Zérekoré, 486 hectares de terre sont obtenus pour servir désormais des domaines de l'État. C'est le résultat de la dernière campagne de préservation et de sécurisation des réserves foncières de l'État à travers le pays. Quand on fait les réserves foncières, il y aura toujours un avantage pour les travaux futurs qui viendront, qui vont bénéficier à la population. Donc par rapport à ça, le fait que notre ministre soit venu, ça nous motive davantage et ça donne l'engouement à la population que ce que nous sommes en train de faire, on ne fait pas à tue-tête, mais plutôt avec l'accord du cabinet du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Nous avons envoyé des missions sur l'ensemble du pays pour que ces réserves soient identifiées et en même temps proposer une sécurisation de ces différents domaines fonciers qui sont des domaines réservés à l'État. L'avantage, c'est que ça va nous permettre dans le futur proche ou futur lointain, c'est de faire en sorte que tout ce qui pourrait être comme équipement, notamment les écoles, les marchés, les mosquées, les églises, les cimetières, que des problèmes ne se posent pas. Deuxièmement, qu'il y ait des conditions décentes pour nos populations. Le président de la République a une vocation, c'est de faire en sorte que le Guinéen vive dans des conditions décentes. Et cela commence par le logement. Pendant 2 semaines, le ministre de la Ville va séjourner à l'intérieur du pays pour développer la politique foncière et de promotion immobilière de son secteur à travers des projets de logements sociaux. Pour réussir ces paris, il invite ses cadres techniques à plus de responsabilités dans la gestion du foncier et à s'employer dans la sécurisation des domaines de l'État afin de permettre aux populations d'accéder à la terre sans difficulté. Et puis la fondation Prosmi de la Première Dame de la République et son partenaire, l'Agence turque de coopération et de coordination TICA, offrent des vivres et des non-vivres aux orphelinats et personnes démunies de la capitale. Un geste humanitaire qui vise à améliorer les conditions de vie de ces personnes vulnérables. Reportage Abraham Christophe Conté et puis Ali Badra Kondé.
Ces dons composés de vivres et de non-vivres sont destinés aux établissements scolaires, les orphelinats et aux personnes vulnérables de la capitale. C'est un geste de l'Agence turque de coopération et de coordination TICA en collaboration avec la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République, Hadjadjene Kondi. Il vise à renforcer les conditions de vie des personnes démunies et faciliter leur réinsertion sociale. Aujourd'hui, avec la TICA, nous sommes en train de donner des cadeaux de différents ordres, des denrées alimentaires, des fournitures scolaires, des jouets, des poubelles pour l'hygiène de l'école et bien d'autres éléments encore. Nous, les enfants là, on doit les aider, on doit les soutenir. Et partout où nous sommes dans le monde, c'est toujours TICA. Nous sommes obligés à aider les gens là parce que les gens là, les enfants là aussi, un jour vont devenir quelque chose dans le pays là. Donc on va les assister, on va tout ce qu'il faut, on fera pour eux. La première dame de la République de la Turquie, c'est une femme qui a des enfants. Donc la relation continue comme il faut avec la première dame de la République. Et sachez qu'une femme qui a des enfants pense toujours aussi aux enfants des autres. Cette première étape touche tout d'abord l'école des Sourmiens de Boulbinet, la cité de la solidarité et le centre Regina Maris de Kipé. Pour les personnes vulnérables et les responsables en charge de leur situation, cette action vient à point nommé. Garantie est donnée que les dons iront bel et bien aux ayants droit et devraient contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation difficile. Je suis très content de recevoir ces cadeaux, mais tout le monde qui sont contents. Je remercie la première dame et ses partenaires, je les remercie infiniment. Bien sûr, votre président, votre gouvernement, la première dame, tout le monde est à côté de vous, mais vous avez aussi les Turcs qui sont à côté de vous, n'oubliez pas. On est toujours là et on sera toujours là à côté de vous. À rappeler que la Cité de la Solidarité, qui est destinée aux personnes handicapées physiques de la capitale, est créée en 1978. Aujourd'hui, elle compte 729 personnes, dont 477 enfants pour 49 chambres. Des plaidoyers sont faits pour rechercher des solutions innovantes et renforcer la capacité fonctionnelle des personnes vulnérables dans le pays. Page noire, l'adjudant-chef Famara Chérif Yansane a rejoint sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Sangoya. Il a été arraché à l'affection des siens lors d'une mission de maintien d'ordre. Membres du gouvernement, représentants d'institutions républicaines, forces de sécurité et de défense étaient tous présents pour l'ultime adieu à ce commis de l'État. Le film de la cérémonie avec adjudant-chef Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. 5 jours après avoir trouvé la mort en pleine mission de maintien de l'ordre public sur l'axe Bambeto-Koza, l'adjudant-chef Famara Chérif Yansane a regagné ce vendredi sa dernière demeure. Dans le silence, forces de défense et de sécurité, membres du gouvernement, représentants des institutions républicaines, parents et amis lui ont rendu un dernier et vibrant hommage ici au haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. L'armée guinéenne a perdu un soldat aguerri, une valeur sûre, un gendarme aux compétences avérées, un amoureux du travail bien fait, l'un des loyaux de la promotion et surtout qui a toujours su allier efficacité dans l'action avec une disponibilité exceptionnelle. Moubara Wassa, Moubara Dien, Moubara Ofamayande, Wora Dien, Allah ou Moubori Kanta Marigi. Âgé de 33 ans et natif de Forekaria, adjudant-chef Famara Chérif Yansane vient s'ajouter à la longue liste de gendarmes tombés au champ d'honneur. Les unités d'intervention de la gendarmerie nationale restent cependant mobilisées pour assurer pleinement leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Je tiens à rassurer les citoyens guinéens et le gouvernement que cet acte ne mettra aucunement en cause l'engagement des services de sécurité à accomplir correctement leur mission régalienne qui consiste à assurer la sécurité publique, maintenir et rétablir l'ordre public, protéger les institutions de la République, lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, conformément aux lois et règlements, dans le strict respect des droits de l'homme
et du citoyen. Incorporé en 2009 au sein de la gendarmerie nationale, adjudant-chef Mfamara Sheriff Yansane était jusque-là commandant adjoint du module 100 de l'escadron mobile numéro 5 de Wanindara. Ce sous-officier supérieur était détenteur du diplôme d'armes et appartenait à la 43e promotion de l'université guinéenne. Il laisse derrière lui une veuve et 2 enfants. Ainsi va la vie. Que l'âme de l'adjudant-chef Mfamara Sheriff Yansane repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.